Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Nous sommes mercredi 9 janvier 2019. La récente enquête publiée par le LASDEL, enquête Afro-Baromètre sur les conditions de vie des Nigériens, a relevé entre autres la détérioration des conditions économiques des Nigériens. En effet, plus de la moitié des Nigériens décrivent leurs conditions de vie extrêmement difficiles. Eh bien, la publication de cette enquête Afro-Baromètre du LASDEL a fait réagir ce matin l'économiste Djibril Baré Menassara. Je vous propose de le suivre en extrait avant de retrouver l'intégralité de l'entretien qu'il a accordé à la télévision Labari en fin de cette édition. La loi de finances 2018, avec, disons, la revue des prix par un arrêté, je crois, a vraiment plombé l'économie. Parce que les coûts de l'énergie ici au Niger, et par rapport à notre enclavement, et par rapport, disons, au voisinage du Nigeria, par rapport auquel on ne peut pas être compétitif, a vraiment négativement impacté l'économie et va continuer à le faire tant que il en sera ainsi. Bon, j'ai constaté que quand même le gouvernement est en train de revoir le mix énergétique pour inclure le solaire en vue de réduire, mais le mal était déjà fait. Parce que les Nigériens n'ont pas compris comment, avec l'avènement du pétrole en 2012, que l'énergie soit très onéreuse. Donc globalement, c'est ce que je peux vous dire. Maintenant, sur le plan des infrastructures, il y a eu beaucoup d'investissements, c'est vrai, mais ça c'est mon point de vue que je vous donne. Les échangeurs ne peuvent pas avoir un impact sur l'économie, la production et tout ce que ça fait. Surtout quand ils sont concentrés à Niamey. C'est peut-être beau de voir un échangeur, mais encore qu'il faut avoir une voiture en bon état pour escalader les échangeurs. Vous voyez, si en plus des échangeurs, il y a un autre facteur qui bloque le transport, vous le savez mieux que moi, je crois, n'est-ce pas? Vous entendez les sirènes là, bon, donc à quoi ça sert alors d'avoir des échangeurs s'il faut encore, disons, subir des tracasseries? La mobilité urbaine a été beaucoup impacté ces derniers temps par les déplacements. La morosité économique, je vous ai dit. D'abord, vous vous rappelez, il y a eu, disons, l'aménagement de la ville de Niamey qui a été fait de manière très, disons, spontanée. On a cassé des kiosques. Le secteur informel en a pris un coup. Ça n'a pas été bien planifié. Il y a eu des manques à gagner pour beaucoup de citoyens qui ont été obligés de s'exiler. Parce que n'oublions pas que le secteur informel à lui seul représente plus de la moitié du poids économique, voilà, n'est-ce pas? Donc, ça a impacté. Et vous vous rappelez même du problème de Assoussou et tout ce qui s'ensuit. Bon, donc les gens vivent de l'informel, n'est-ce pas? Et donc, ça a impacté. Et ensuite, je vous ai dit l'énergie. Deuxièmement, il n'y a que le budget même, il n'est pas exécuté. Bon, il y a les montants qu'on annonce, mais le taux d'exécution, généralement, tourne autour de 70, voire moins % par an. Voilà, vous retrouverez donc l'intégralité de cet entretien qu'a accordé Djibril Baré Menassara à la télévision Labari à la fin de cette édition. L'actualité de ce jour, c'est la grève de 48 heures qu'observent les agents des impôts de la région de Niamey à la peur de leur syndicat. Une grève pour protester contre la décision du ministre en charge des Finances de faire nommer plutôt par le DGI que par le directeur général du Trésor les receveurs des impôts. Une décision pourtant que le syndicat national des agents des impôts a soumis à l'appréciation d'un juge qui l'a déclaré donc illégal. Je vous propose de suivre le constat de l'observation de cette grève lancée par les agents des impôts dans ce reportage de Chebou Guisso et Nafissa Zakou. Les portes des différents services de la Direction générale des impôts sont fermées en cette matinée du 9 janvier 2019 et elles resteront jusqu'au jeudi 10 janvier. Pour cause dire non à la décision du ministre des Finances par rapport à la nomination des receveurs des impôts. Ce qui dénonce le SNAI qui estime qu'ils ont été en violation des tests. Nous ne comprenons pas pourquoi il y avait eu cette position du ministre des Finances qui veut coûte que coûte faire nommer le receveur des impôts sur proposition du directeur général du Trésor.
C'est ce que nous n'avons pas compris. Et nous avons dit, comme nous n'avons pas, en tout cas, la prétention d'aller en grève, nous avons dit qu'il faut aller devant les tribunaux. Ce qui nous a amenés devant le Conseil d'État, qui nous a donné raison, qui a suspendu l'arrêté du ministre des Finances. Et à notre grande surprise, le ministre des Finances revient en charge avec un autre arrêté, sinon 2 autres arrêtés au niveau du ministère. Si aujourd'hui le ministre des Finances refuse d'exécuter un ordre de justice, c'est que c'est très grave. On nous amène où? Et en tant que citoyen, quand tu vois la loi être violée, tu as le droit de protester contre cet état de fait. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, le recouvrement des impôts a été transféré à la Direction générale des impôts depuis 2001. Et depuis 2001, on est parti de 60 milliards. Au moment où le Trésor recouvrait les impôts, on est parti de 60 milliards. Aujourd'hui, les prévisions à la DGI, c'est de l'ordre de 760 milliards. Qu'est-ce qu'on reproche à la DGI par rapport au travail qu'il fait? Si aujourd'hui les autorités veulent transférer le recouvrement au Trésor, ils ont la latitude, ils ont le plein droit de le faire, mais pas en violation des textes qui nous régissent. C'est ce qu'on a dit. On n'a rien dit d'autre que ça. Et nous avons compris qu'aujourd'hui, personne ne peut raisonner le ministre des Finances si ce n'est pas le président de la République. Nous avons eu vent qu'il n'obtempère à personne. Si c'est... Ce mot d'ordre de 48 heures a été largement suivi par toutes les sections, ce qui témoigne de la détermination des agents des impôts à faire fléchir le ministre Hassoumi. La loi portant droit de grève oblige le ministre des Finances à nous appeler quand on dépose un préavis de grève. Mais à la note d'aujourd'hui, personne ne nous a appelé pour parler de quoi que ce soit. Ça veut dire quoi? Ça aussi, c'est une violation de la loi. Nous disons que nous avons pris une décision et toutes les sections, nous avons eu les échos, toutes les sections ont observé le mode de grève strictement. Et vous-même, vous avez fait le tour dans nos services pour voir si la grève a été observée ou pas. Rendez-vous pour le bilan le vendredi, Inch'Allah. Pour mettre fin à ce problème, le président de la République doit prendre toutes les dispositions nécessaires, faute de quoi le PNSNAI usera de tous les moyens légaux pour défendre leurs intérêts, a déclaré le syndicat. La Constitution du Niger, vous le savez, a prévu la création d'un fonds pour les générations futures. Ce fonds doit être alimenté par les ressources issues de l'extraction des ressources minières de notre pays. Ce fonds tarde toujours à être créé et depuis, le réseau nigérien des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, le ROTAB, se bat et mène le plaidoyer pour venir à la création de ce fonds. Récemment, lors d'une des activités du ROTAB, le coordinateur exécutif de la structure a encore évoqué la question. Je propose de suivre Ali Idrissa. La question du fonds des générations futures. Je prends ce bel exemple, la Norvège. Aujourd'hui, ces gens vivent de leurs investissements, des retours sur investissement, des fonds des générations futures. Même le budget norvégien c'est plus sur les recettes, les impôts qu'il court. Non, c'est sur le retour des fonds là, des générations futures. C'est un débat qu'on pose, qu'on veut que vous posiez. Certains disent que les générations actuelles ne sont même pas sauvées, comment on va parler des générations futures? Mais ces générations futures viendront vous dire, on a eu de l'or, on a eu du pétrole, on a eu tout ça. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait pour nous? Pour nous, c'est un débat qu'on regarde ensemble. Vous, les députés, vous avez plus la faculté de le faire. C'est quoi on peut faire pour que ces générations futures ne puissent pas dire on en sauve alors qu'ils ont eu tout eu. Donc, alors que même la Constitution aujourd'hui nous oblige à le faire, c'est l'opportunité pour nous de dire à chaque parlementaire de s'en saisir, de prendre ce projet de loi. On a essayé d'amener ces parlementaires-là partout, les Nigériens, pour qu'ils regardent c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut en faire. Au Tchad, c'est une expérience malheureuse. Mais Idriss Déby a puisé énormément d'argent des fonds des générations futures pour tenir jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est parce qu'il a épuisé ça qu'il est en difficulté. Sinon, il sait bien que c'était nécessaire. Et il a cassé ça juste pour répondre à l'immédiat.
Et malheureusement pour lui, l'immédiat là, c'est pas la guerre. Pour nous, la guerre n'est jamais une option. Moi, je suis contre la guerre. Si vous me demandez aujourd'hui, même avec Boko Haram, je vais vous dire, entendons-nous. La suite de ce journal avec ce reportage sur la commercialisation des courges. C'est une activité en effet florissante en cette période puisque c'est la période de production des courges. Reportage signé chez Bougisso et Harriet Sala. Transportée dans des pirogues depuis le Bénin, la courge est un légume très consommé par les Nigériens. Souvent représenté rond, côtelé et de couleur orange, son commerce est très florissant, surtout en cette période de démontée des eaux du fleuve Niger. Nous cultivons la courge et nous l'achetons aussi. Les piroguiers nous les transportent à Niamey. Cela fait 22 ans que je suis dans ce commerce. Avant, je donnais aux piroguiers pour le transporter. Mais maintenant, j'ai acheté ma propre pirogue avec laquelle je transporte mes courges. En cette période, le prix de la courge est abordable. Nous vendons la calebasse qui contient 5 unités de courge à 60 000 voire 65 000 francs. Les piroguiers qui transportent à ce courge sont contraints de payer une somme exorbitante en territoire nigérien, un paiement que les piroguiers disent être sans fondement. lallai labtan nan daukar da muke yi muna kata yi muna ganin matsaloli a hanya inda yi muna cin tuwa kwarya shine gumba domin gumba mun zo akwai presentation da suka ce mu akubewa presentation kubewa nan zamu ba su jika 20. Nous transportons ces courges depuis le Bénin. Le problème qui nous tracasse est le paiement de 20 000 francs pour la présentation au niveau de la douane de Kumba. Et nous versons cette somme sans qu'ils nous donnent un reçu. Pire encore, ils prennent avec nous 25 litres d'essence. Nous demandons aux autorités de supprimer ces tracasseries. Matsalolin da muke gani akan hanya muna son ko isa suwa mana shi ga gwamnati in akwai wani fabar da zamu samu a taimaka mana cikin wannan aiki namu ga babban matsalar da muke samu. Le commerce de courges aux abords du fleuve Niger génère des ressources importantes à la région de Niamey. Zéro déchet en décharge, c'est possible. C'est l'intitulé de l'ouvrage d'une citoyenne suisse, Isabelle Chevalet, qui est par ailleurs députée. Elle est en visite dans notre pays. Elle a décidé donc au cours de cette visite de présenter cet ouvrage dans ce pays où la problématique de la gestion des déchets est une question cruciale. Je vous propose de suivre un extrait d'un entretien qu'elle a accordé à la télévision Labari. Ça fait 20 ans que je voyage en Afrique, à travers l'Afrique. Ça fait 20 ans que je vois les déchets augmenter en Afrique. On a la chance ensuite de gérer nos déchets. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment un jour partager ce savoir pour qu'on puisse aussi nettoyer l'Afrique, mais le faire en créant des places de travail. Alors je viens de finir un livre qui s'appelle Zéro déchet en décharge, c'est possible. Et sur l'invitation du ministre Chako Chérif, eh bien j'ai accepté de venir ici au Niger pour pouvoir faire des conférences, pour pouvoir montrer tout ce qui est fait, tout ce qu'on peut faire avec les déchets, à travers et montrer que vous êtes en fait assis sur de l'argent. Tout est transformable. Mes boucles d'oreilles c'est de l'aluminium, mon collier c'est des perles de papier, de journal. Donc on peut en faire des bijoux même, ces déchets, et puis il peut vous rapporter aussi beaucoup d'argent. Alors ce livre est un guide qui vous explique chapitre par chapitre, c'est déchet par déchet, papier, carton, plastique, fer, aluminium, tout ce qui est possible de faire, comment on peut transformer ces déchets pour en faire quelque chose. Le déchet de quelqu'un, c'est toujours la matière première de quelqu'un d'autre. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que si on ne s'occupe pas des déchets, c'est les déchets qui vont s'occuper de nous. Parce que lorsqu'on met une pile dans la nature, vous la jetez comme ça, la pluie va entraîner les métaux lourds que contiennent cette pile. Ces métaux lourds vont se retrouver dans l'eau, dans les poissons, que vous allez finalement manger vous-même. Donc vous allez vous intoxiquer avec ces déchets. Alors que si on les prend et qu'on les valorise, on peut gagner de l'argent avec.
Un mot de culture à présent avec un reportage d'ailleurs sur le droit d'auteur. C'est ce droit qui permet à un artiste de profiter pleinement de sa création. La problématique du droit d'auteur, c'est un reportage signé Halidou Bourema et Abdulrazak Hamidou. Déclarer ou protéger ses œuvres pour un artiste reste l'une des meilleures façons de profiter pleinement de sa création. Quand on sait que le droit d'auteur est l'ensemble des droits dont dispose un auteur ou ses ayants droit. Il est composé en deux types, le droit moral et les droits patrimoniaux. Pour ce faire, un certain nombre d'étapes sont à suivre. Protéger ses œuvres pour l'auteur, c'est très important. Important en plusieurs aspects. Donc, d'abord, protéger son œuvre pour être dans ses droits d'auteur, c'est en fait n'est pas autoriser une tierce personne qui n'est pas auteur ou bien qui n'est pas co-auteur à utiliser cette œuvre-là dans un but de recherche commercial. Donc si c'est à but lucratif, vous utilisez ces œuvres, il faut avoir l'autorisation de l'auteur. En ce sens, j'allais dire, en venant protéger, donc il donne le mandat au bureau nigérien de droit d'auteur de protéger ces œuvres. Donc s'il voit quelqu'un utiliser ces œuvres, donc sans son autorisation, il vient nous déclarer et puis on va aller saisir la personne. L'avantage, c'est que on gagne le droit d'auteur en plein droit et de deux. Donc on ne multiplie pas la contrefaçon comme on le dit. Donc la piraterie, s'il s'agit des œuvres littéraires artistiques, ça c'est vraiment l'originalité et la nouveauté venant de l'auteur qu'il faut viser. Les utilisateurs ont aussi leur part de responsabilité. Vraiment, là où on est bloqué, c'est par rapport aux usagers de notre répertoire, aux usagers des œuvres littéraires artistiques. En ce sens, vraiment, on lance un appel, un cri de cœur, qu'ils payent le droit d'auteur, qu'ils payent les droits des artistes, qu'ils payent le droit le plus légitime parmi les droits de propriété. Le droit d'auteur est moi je l'ai toujours dit, c'est un droit naturel. Quelqu'un qui investit dans l'élaboration d'une œuvre, vraiment il faut le récompenser. C'est justement un manque à gagner qu'on est en train de compenser pour les artistes. Donc vraiment le cri que je lance, c'est par rapport aux usagers. Les usagers, vous êtes les usagers, les télévisions, les radios, même les agences de voyage, les hôtels, les bars, ils sont en plein dans l'utilisation des œuvres. Mais à la perception, on a des difficultés avec eux. Et même ceux qui sont réguliers avec nous, combien on perçoit. Donc, qu'ils adhèrent aussi, qu'ils collaborent avec l'État pour satisfaire une partie de nos citoyens, une partie d'une représentation de notre culture. Le droit d'auteur encourage l'auteur à couvrir ses frais de création et lui permet de percevoir une rémunération par l'exploitation pécuniaire du monopole qui lui est conféré. Protéger ses œuvres comporte beaucoup d'avantages. Il ne s'agit pas seulement de protéger les revenus, mais aussi l'intégrité de l'œuvre contre les dénaturations. Chez l'artiste, prenez le taureau par les cornes. À bon entendeur. Voilà, pour refermer cette édition, nous vous proposons donc une partie magazine. Elle est consacrée, comme je l'annonçais au début, à l'interview, à l'entretien qu'a accordé à la télévision Labari. Donc, l'économiste Djibril Baré Menassara, l'entretien a porté sur la situation économique de notre pays, avec notamment la dernière enquête Afrobaromètre du LASDEL, laboratoire d'analyse et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local. Une enquête Afrobaromètre qui a révélé donc, entre autres, que les conditions économique au Niger se détériore. Je propose donc de suivre l'intégralité de cet entretien qu'a accordé Djibril Baré à la télévision Labari. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. La société civile s'est battue et je dois rendre hommage quand même aux principaux acteurs qui sont nous, Arzika, Ali Idrissa, Tchangari et les autres. Et je crois que le gouvernement a pris en compte puisque par exemple, dans le secteur du transport, la TVA a été un peu réduite pour pouvoir, disons, réduire le déficit des compagnies de transport terrestre, n'est-ce pas? Je parle du secteur formel.
puisque les voyageurs, c'est eux qui avaient pris le coup, puisque le prix des transports avait grimpé. Et ça faisait que, bon, il fallait revoir. Et je crois que le gouvernement en a tenu compte. Maintenant, sur notre plan, pour ce qui est de l'équité par rapport à l'impôt, là également, je crois que le gouvernement a pris en compte les revendications de la société civile, puisque, bon, il fallait aller chercher l'argent là où il se trouve. N'est-ce pas? Et donc la TATI a été ramenée. C'est que, disons, tous les Nigériens ont apprécié, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait une certaine équité. Si on met la TVA sur des produits de base, il n'y a pas de raison qu'on fasse, disons, des cadeaux fiscaux. Bon, ça c'est ce que je peux vous dire. Mais de manière globale, vous savez qu'une économie, le premier facteur de production, vous le savez, c'est l'énergie. L'eau, l'énergie. Et là-dessus, malheureusement, les frais, le coût du collaborateur a flambé avec Gorubanda, ce qui a fait que, évidemment, les entreprises ont été plombées. Et même les individus, parce que la facture de tout le monde passait du simple au double, et c'est intenable. Dans un pays où il y a du soleil 365 jours sur 365. Et ça, je crois que c'est unanimement que les gens ont reconnu qu'il fallait faire quelque chose. Donc, et finalement, ce que je peux vous dire, c'est qu'au plan économique global, la loi de finances 2018, avec, disons, la revue des prix par un arrêté, je crois, a vraiment plombé l'économie. Parce que les coûts de l'énergie ici au Niger, et par rapport à notre enclavement, et par rapport, disons, au voisinage du Nigeria, par rapport auquel on ne peut pas être compétitif, a vraiment négativement impacté l'économie. Et on va continuer à le faire tant que ça en sera ainsi. Bon, j'ai constaté que quand même le gouvernement est en train de revoir le mix énergétique pour inclure le solaire, envie de redire, mais le mal a été déjà fait. Parce que les Nigériens n'ont pas compris comment, avec l'avènement du pétrole en 2012, que l'énergie soit très onéreuse. Donc globalement, c'est ce que je peux vous dire. Maintenant, sur le plan des infrastructures, il y a eu beaucoup d'investissements, c'est vrai, mais ça c'est un bon point de vue que je vous donne. Les échangeurs ne peuvent pas avoir un impact sur l'économie, la production et tout ce qui s'ensuit. Surtout quand ils sont concentrés à Niamey. C'est peut-être beau de voir un échangeur, mais encore qu'il faut avoir une voiture en bon état pour escalader les échangeurs. Vous voyez. Si en plus des échangeurs, il y a un autre facteur qui bloque les transports, vous le savez mieux que moi, je crois. N'est-ce pas? Vous entendez les sirènes là. Bon, donc, à quoi ça sert alors d'avoir des échangeurs s'il faut encore, disons, subir des tracasseries? La mobilité urbaine a été beaucoup impactée ces derniers temps par les déplacements. La morosité économique, je vous ai dit. D'abord, vous vous rappelez, il y a eu, disons, l'aménagement de la ville de Niamey qui a été fait de manière très, disons, spontanée. On a cassé des kiosques. Le secteur informel en a pris un coup. Ça n'a pas été bien planifié. Il y a eu des manques à gagner pour beaucoup de citoyens qui ont été obligés de s'exiler. Parce que n'oublions pas que le secteur informel à lui seul représente plus la moitié du part économique. Voilà, n'est-ce pas? Donc, ça a impacté. Et vous vous rappelez même du problème de Assoussou et tout ce qui s'ensuit. Bon, donc les gens vivent de l'informel, n'est-ce pas? Et donc ça a impacté. Et ensuite, je vous ai dit l'énergie. Deuxièmement, il n'y a que le budget même, il n'est pas exécuté. Bon, il y a le montant qu'on annonce, mais le taux d'exécution, généralement, tourne autour de 70, voire moins % par an. Tout le monde souhaite que ça s'améliore. Mais bon, si l'administration est remise en marche, parce que je crois que le Premier ministre a dit ce qu'il avait à dire, pour que les gens se remettent au travail, pour qu'il y ait moins de politisation de l'administration, parce que si on nomme quelqu'un sur une base politique, bon, il ne va pas faire le travail. Ensuite, si l'énergie
disons, accessible. Parce que même le gaz qui est censé remplacer le bois de chauffe disons, ralentir la désertification, il fait défaut. Avec votre argent, vous ne trouvez pas de gaz dans un pays où on produit du gaz. Ça, c'est un. Deuxièmement, je dis qu'il ne serait pas mauvais que le gouvernement puisse, pourquoi pas, subventionner, disons, le coût, parce que ça, il y a un autre impact, il va rattraper. Parce que si il y a l'énergie, le prix de l'énergie reste comme tel, il y aura forcément un ralentissement de l'économie, puisque les entreprises ne seront pas rentables. Et forcément, il y aura un manque à gagner en termes fiscaux, en termes d'activité économique, tout ce que vous voulez. Et je dis, encore une fois, d'abord, il faut que lui-même, il reste pour travailler. Il faut travailler d'abord. Il faut s'asseoir, réfléchir, travailler. Bon, ensuite, rester sur place, travailler. Parce qu'il faut donner l'exemple. Parce que vous allez beau parler, renaissance, mobilisation de ceci ou de cela, mais remise, si vous-même, on n'a pas l'impression que vous travaillez, ça ne marche pas. Donc il faut lui-même qu'il se mette au travail. Il le fait, mais qu'on sente. Voilà. Ensuite, qui est, disons, que les secteurs sociaux de base, qui sont producteurs donc, de richesse, puisque la santé, l'éducation, c'est d'abord ça la base. La première richesse d'un pays, c'est son éducation. Et la santé, c'est le capital santé. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez rien faire. On est d'accord? Donc, impacter, investir massivement dans ces secteurs-là. Avec la qualité, hein. Pas seulement construire des classes et puis bon, voilà, dire que voilà, j'ai fait tant de classes plus que depuis 50 ans. Bon, c'est pas ça. Il faut de la qualité, la santé, mais il faut donc qu'on fasse travailler l'administration, qu'on baisse le coût de l'énergie. C'est très important, n'est-ce pas? Le transport, qu'on ne se limite pas à construire des échangeurs, il faut faire des routes à l'intérieur du pays, des routes rurales pour pouvoir faire circuler les productions. Parce que même si vous faites tous les échangeurs du monde, vous savez, il y a plus de 200 000 véhicules. Le parc, disons, 70% du parc c'est à Niamey. Et c'est 15%. Il croît de 15%. Donc en 6 ans, il double. Donc même si vous faites des échangeurs, dans quelques mois, ça va être bloqué. Bon, il vaut mieux développer le transport public pour que tout le monde puisse se déplacer. Voilà, et je crois que si on va dans ce sens, et qu'on fasse, disons, qu'on produise, c'est bien de signer la ZLECA, la zone, mais quand même l'aiguille, vous l'importez, qu'est-ce que vous allez faire? Même l'aiguille, on ne fabrique pas, hein. Les allumettes, c'est importé. Hein. Donc, il faut s'asseoir et cesser le discours, travailler, encore travailler, toujours travailler, et s'intéresser à la jeunesse, parce que c'est elle l'avenir de demain. Dans peu de temps, on va vous laisser la place. 75% de Nigériens ont moins de 25 ans. C'est le président qui l'a dit. Et donc, si aujourd'hui, après 4 ans de scolarité, les Nigériens ne savent ni lire, ne savent pas lire ou écrire, alors où on va aller? En plus de l'énergie, il faut que ça continue. Si toutes les heures vous avez des coupures, qu'est-ce que vous allez produire? Rien du tout. Donc, j'insiste, c'est l'énergie. Et je crois qu'il en a pris un peu conscience ces derniers temps, parce qu'à force de parler, tout le monde a parlé. Je crois que maintenant, bon. Mais malheureusement, Gourou Banda est là. On a imposé à la Nichlec. Bon. Mais Gourou Banda, c'était une réserve froide. Les grands projets, Sarkadana, Kandaji ont pris du plomb dans l'aile, malheureusement. Et au lieu de se rendre vers l'énergie solaire, on a fait autre chose. Donc,